Le vent d'octobre transperçait le costume noir de Nolan Creed, debout près de la tombe ouverte. À 36 ans, il ne s'était jamais senti aussi seul, malgré la foule endeuillée qui l'entourait. Le cercueil de son père était suspendu au-dessus de la terre sombre, poli et luisant sous le ciel gris de l'Oregon. Rory se pressait contre sa jambe. De petits doigts entouraient la main de Nolan. Le garçon de 5 ans était resté silencieux toute la matinée. Trop silencieux pour un garçon qui rebondissait habituellement sur les murs. Nolan serra la main de son fils et essaya de se concentrer sur les paroles du pasteur Williams sur le repos éternel et le plan de Dieu. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer Rufus Creed, dit le pasteur, sa voix résonnant à travers le cimetière. Un homme qui a servi son pays avec distinction au Vietnam, qui a bâti une entreprise de ses propres mains, qui a élevé un fils formidable. » La gorge de Nolan se serra. Son père avait été tout ce que le pasteur avait dit et plus encore. Rufus Creed n'avait jamais manqué une journée de travail en 40 ans. Jamais élevé la voix par colère. Jamais rompu une promesse. La crise cardiaque était arrivée de nulle part. Un jour, il prévoyait d'agrandir l'atelier d'usinage. Le lendemain, Nolan choisissait des cercueils. La foule rassemblée inclinait la tête pour prier. Fermiers et mécaniciens, voisins et anciens camarades de l'armée, tous unis dans la douleur d'un homme bon parti trop tôt. Delaney se tenait à côté de Nolan, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Elle avait été un rock pendant tout ce temps, s'occupant des funérailles alors que Nolan avait du mal à fonctionner. « Notre Père qui es au paradis », commença le pasteur Williams. C'est alors que Rory tira sur la veste de Nolan et murmura, « Papa, on ne devrait pas être là. » Nolan baissa les yeux sur le visage sérieux de son fils. « Quoi ? Tu as vu le coup de grand-père » Ces mots glacèrent Nolan. Il jeta un coup d'œil autour de lui, mais tous les autres avaient les yeux clos en prière. « Et son coup, mon pote » Les yeux bleus de Rory étaient écarquillés et inquiets. Il semblait blessé. Le pouls de Nolan s'accéléra. Les enfants remarquèrent des choses que les adultes ne voyaient pas. Ils voyaient le monde sans filtre, sans préjugés. Comment ça, blessé ? Comme si quelqu'un l'avait serré très fort. La prière prit fin et les gens commencèrent à défiler devant le cercueil pour les derniers adieux. Nolan attendit que la plupart des personnes présentes se soient éloignées, puis s'approcha du corps de son père. Rufus semblait paisible, les mains croisées sur la poitrine, vêtu de son plus beau costume. Le directeur des pompes funèbres avait fait du bon travail. Nolan jeta un coup d'œil autour de lui. Delaney parlait à sa sœur près des voitures. Le pasteur Williams serrait la main des autres personnes en deuil. Personne ne regardait, mais il plongea la main dans le cercueil et écarta doucement le col de son père. Une fine ligne se dessinait autour du cou de Rufus, à peine visible, mais bien là. Ni dû à une intervention médicale ni à une cause naturelle. Quelqu'un avait appuyé sur la gorge de son père. Les mains de Nolan tremblaient tandis qu'il remettait le col en place. Son esprit explorait les possibilités, toutes plus graves les unes que les autres. Crise cardiaque, disait le certificat de décès, cause naturelle. Mais Rory avait vu ce que les adultes avaient manqué. Papa. Rory apparut à côté de lui. Grand-père va bien ? Nolan prit son fils dans ses bras et le serra fort contre lui. Il est en paix maintenant, mon pote. Il est en paix. Mais Nolan savait qu'il ne le serait pas tant qu'il n'aurait pas compris ce qui était vraiment arrivé à son père. Le sommeil ne viendrait pas allongé dans son lit, Nolan écoutait la respiration régulière de Delan, les yeux rivés au plafond, tandis que des questions se bousculaient dans son esprit. La marque sur le cou de son père. L'observation innocente de Rory, le moment de la crise cardiaque, le T3 au matin. Il abandonna le sommeil et se glissa hors du lit. Delaney ne bougea pas. Elle avait pris un de ses comprimés, disant que le stress des funérailles lui avait donné un mal de tête. Nolan enfila un jean et un pull, puis traversa la cour jusqu'à l'atelier de son père. Le bâtiment était sombre et silencieux, les outils attendant des mains qui ne reviendraient jamais. Rufus avait construit l'endroit de A à Z, commençant par la ferronnerie de base et progressant vers l'usinage sur mesure pour des fermes et des usines dans 3 comtés. La clé était toujours accrochée à sa place, sous la planche mal fixée près de la porte. Certaines choses ne changeaient jamais dans les petites villes. À l'intérieur, les odeurs familières de copeaux de métal et d'huile de coupe ravivaient des souvenirs. Nolan apprenant à utiliser un tour à 12 ans. Travaillant pendant les étés du lycée, revenant après les difficultés de son entreprise de menuiserie. Reconnaissant que son père lui ait toujours réservé une place.
Nolan alluma les plafonniers et regarda autour de lui. Tout semblait normal. Les outils à leur place, les bons de travail épinglés au tableau d'affichage, la tasse à café de son père toujours posée près de la perceuse à colonne. Mais si quelqu'un avait tué Rufus, il devait y avoir une raison. L'argent, la vengeance, les secrets. Son père n'était pas du genre à se faire des ennemis, mais 40 ans de métier signifiaient traiter avec toutes sortes de personnes. Nolan se mit à fouiller méthodiquement. Les tiroirs du bureau révélèrent les papiers habituels, factures. Le classeur contenait des dossiers clients remontant à des décennies. Rien de suspect. Puis il se souvint d'un souvenir d'enfance. Son père lui avait indiqué une cachette un jour, quand Nolan avait peut-être 10 ans. Parfois, un homme a besoin de garder les choses importantes en sécurité, avait dit Rufus. Pas pour les méchants, mais pour les incendies, les inondations, ou tout simplement pour la malchance. La planche de parquet se trouvait près du coin du fond, sous un établi. Nolan écarta les outils et souleva la planche avec un tournevis. Dans l'espace en dessous se trouvait une petite boîte métallique, du genre de celle qui contenait autrefois du tabac à pipe. À l'intérieur, une clé USB avec l'inscription « S'il m'arrive quelque chose », de l'écriture soignée de son père, personne n'en eut la bouche sèche. Il rangea la clé et remit la planche de parquet en place, puis retourna précipitamment à la maison. Dans son bureau, il brancha la clé à son ordinateur portable et attendit que les fichiers se chargent. 3 dossiers apparurent, testament, photos et lettres. Le testament semblait standard, léguant tout à Nolan. Les photos montraient divers documents, relevés bancaires, papiers d'assurance, mais c'est la lettre qui glaça le sang de Nolan. Nolan, si tu lis ceci, il m'est arrivé quelque chose de grave. J'ai suivi la situation de près ces derniers temps, et je m'inquiète pour Delaney. Elle m'a posé des questions sur mes comptes, voulait en savoir plus sur l'assurance vie et savoir qui la recevra après mon départ. Elle a dit qu'elle s'inquiétait juste pour ton avenir, mais qu'il y avait quelque chose qui clochait. La semaine dernière, elle voulait que je modifie mon testament pour l'inclure comme bénéficiaire, pour que ça aide avec les impôts ou ce genre de bêtises. Je lui ai dit non, que tout revient à toi et à Rory comme il se doit. Elle n'a pas bien pris le fait qu'il y ait aussi un homme à qui elle envoie des textos sans arrêt. J'ai vu son téléphone s'allumer une douzaine de fois pendant le dîner dimanche dernier. Quand je lui ai demandé qui c'était, elle a dit des trucs de boulot, mais elle avait l'air coupable. Vérifie les relevés bancaires que j'ai photographiés. Regarde les papiers d'assurance et fais attention à cet homme. Elle garde le contact avec ça. J'espère me tromper. J'espère que tu ne verras jamais cette lettre. Mais s'il m'arrive quelque chose, ne pense pas que c'était naturel. Ton vieux père n'est pas arrivé à 71 ans en ignorant son instinct. Sois prudent, fiston. Protège Rory. Et n'oublie pas que je vous aime tous les deux. Papa Nolan lut la lettre 3 fois. Chaque fois, son estomac se serrait. Son père soupçonnait Delaney de l'avoir surveillé. Il avait caché des preuves. Il ouvrit le dossier photo et découvrit des images de relevés bancaires, de documents d'assurance et de relevés téléphoniques. Un élément lui sauta immédiatement aux yeux, une police d'assurance vie de 500 000 $ datant d'il y a seulement 2 mois. Le bénéficiaire n'était pas Nolan. C'était Delaney. Le matin arriva gris et froid. Nolan était assis à la table de la cuisine, le café refroidissant devant lui, et étudiait les documents de la clé USB de son père. Chaque indice pointait vers quelque chose d'impensable. Delaney descendit en peignoir, l'air fatigué mais magnifique. Elle avait toujours été la plus belle moitié de leur mariage, faisant tourner les têtes dès qu'ils entraient au restaurant ou à l'église. Cheveux noirs, yeux verts, le genre de sourire qui inspirait instantanément confiance aux inconnus. « Tu t'es levé tôt », dit-elle en allumant la cafetière. « Tu n'as pas pu dormir ?» Quelque chose comme ça. Elle s'assit en face de lui, scrutant son visage. Les funérailles furent difficiles pour nous tous. C'est normal d'être perturbé. Nolan ferma l'ordinateur et regarda sa femme depuis 8 ans. La femme qui avait dit oui quand il l'avait demandé en mariage sur la côte, qui avait pleuré de joie à la naissance de Rory, qui l'avait réconforté après la mort de son père. « As-tu parlé à papa la veille de sa mort ?» Delaney cligna des yeux, sa tasse de café s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. « Que veux-tu dire ?»« Exactement ce que j'ai dit. L'as-tu vu ou lui as-tu parlé ce mardi-là ?»« J'étais chez ma sœur toute la journée. Tu sais qu'on préparait la fête d'Halloween des enfants. Le mensonge est venu si facilement. Aucune hésitation,
pas de rougeur ni de faux pas révélateurs. Si Nolan n'avait pas vu les relevés téléphoniques des appels entre Delaney et son père cet après-midi-là, il l'aurait cru sans broncher. Pas vrai? Il dit, j'ai oublié. Delaney tendit la main par-dessus la table et lui toucha la main. Chérie, tu es en deuil. C'est normal que ton esprit te joue des tours. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un. Peut-être. Elle l'embrassa sur le front et monta prendre une douche. Nolan attendit d'entendre l'eau couler, puis alla à son ordinateur portable dans le salon. Elle ne le verrouilla jamais. Elle dit qu'elle n'avait rien à cacher. Ce soir, après s'être endormie, il découvrirait si c'était vrai. Le logiciel d'enregistrement de frappe prenait 5 minutes à installer. Invisible pour les utilisateurs occasionnels. Il enregistrait chaque frappe, chaque mot de passe, chaque site web. Si Delaney cachait quelque chose, il le trouverait. Rory descendit en pyjama, les cheveux hérissés dans tous les sens. Maman fait des crêpes? Pas aujourd'hui, mon pote. Et des céréales? Tandis que Nolan versait du lait sur des chariots, il observa le visage innocent de son fils. Rory avait repéré quelque chose d'anormal à l'enterrement que les adultes entraînés avaient manqué. Les enfants voyaient la vérité parce qu'ils n'avaient pas encore appris à détourner le regard des choses désagréables. Papa, pourquoi grand-père était-il blessé? Nolan s'assit près de la brique de lait. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il était blessé? Son cou avait une drôle d'allure et maman pleurait, mais pas tristement. Des pleurs différents? Comment ça, des pleurs différents? Rory grimaça, pensant comme quand je casse quelque chose et que je ne veux pas que tu le découvres. Des pleurs de peur qui sortent de la bouche des bébés. Nolan serra fort son fils dans ses bras, respirant l'odeur du shampoing à la fraise et de l'innocence de l'enfance. Quoi qu'il se passe, quoi que Delaney ait fait, il protégerait Rory. Finis tes céréales, mon pote. On va passer la journée ensemble. Juste un déguisement. 3 jours de données d'enregistreur de frappe ont révélé la vie secrète de Dolan. Application de messagerie cryptée, historique de navigation effacé, et un nom qui revenait sans cesse. Connor Wexley. Nolan était assis devant sa camionnette devant la banque, lisant les transcriptions sur son téléphone. Les messages étaient des fragments, un langage codé qui pouvait tout dire pour un observateur occasionnel. Mais le schéma était clair. Delaney et ce Connor avaient planifié quelque chose. Le colis est livré. Le vieil homme, ce ne sera plus un problème. Quand allons-nous nous occuper des comptes? Il faut attendre que les choses se règlent. Il vaut mieux que ça marche. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Les eurodatages indiquaient que les messages avaient commencé 2 semaines avant le décès de son père et avaient continué jusqu'à hier. Le téléphone de Nolan a vibré, un appel de la First National Bank. Il avait demandé des copies des dossiers financiers de son père en se servant de son statut de gestionnaire de la succession. Monsieur Creed, ici Janet Ulbrook de la banque. J'ai les documents que vous avez demandés, mais je dois vous dire quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un d'autre a posé des questions sur les comptes de votre père. Qui? Votre femme est arrivée la semaine dernière avec une procuration. Elle disait que votre père lui avait donné l'autorisation de gérer ses finances en raison de sa santé déclinante. Nous ne l'avons pas traité car le document semblait douteux, mais elle a insisté. Santé déclinante. Rufus avait été aussi vif qu'un rasoir jusqu'à sa mort. Avez-vous encore un document? Oui, et je pense que vous devriez le voir. La signature ne correspond pas à nos archives. Votre père. Nolan ferma les yeux. J'arrive. À la banque, Janet Ulbrook étala là. Fausse procuration sur son bureau. Même aux yeux inexpérimentés d'Owen, la signature paraissait erronée, trop lisse, trop maîtrisée. La vraie signature de son père avait un tremblement caractéristique dû à une vieille blessure à la main. Il y a autre chose, dit Janet. Il y a 2 mois, quelqu'un a souscrit une nouvelle police d'assurance vie sur le compte de votre père. Il a payé la première prime par chèque de banque. La police a été gérée en ligne et la signature était numérique. Qui est le bénéficiaire? Votre femme. Nolan fixa les papiers. Un demi-million de dollars payable à Delaney au décès de Rufus Creed. Son père n'aurait jamais accepté une chose pareille. Il n'aurait jamais exclu Nolan d'une police d'assurance de ce montant. J'ai besoin de copies de tout, dit Nolan. Et je dois savoir si quelqu'un a déjà tenté de déposer une réclamation. Aucune réclamation pour l'instant.
Mais monsieur Creed, si vous soupçonnez une fraude, je m'en occupe. Devant la banque, personne n'appela l'agent Silas Msekin. Ils avaient grandi ensemble, joué au football au lycée avant que Silas ne s'engage dans l'armée, et personne n'avait appris la menuiserie. Silas avait assisté aux funérailles, avait servi avec Rufus au Vietnam, à 20 ans d'intervalle, mais dans la même confrérie. Silas, j'ai besoin de te parler en privé de mon père. Et lui? Je ne pense pas qu'il soit mort naturellement. Un silence s'abattit sur la ligne téléphonique. Alors, retrouve-moi au Murphy's dîner dans 1 heure. Et personne ne parle de cette conversation à personne. Le Murphy's dîner était situé à la sortie de la ville, le genre d'endroit où le café était fort et où les conversations restaient privées. Silu Msekin attendait dans une banquette arrière, toujours en uniforme, mais hors service. 15 ans de service dans la police avaient creusé des rides autour de ses yeux, mais sa poignée de main était ferme comme toujours. « Parle-moi » dit Silas sans préambule. Nolan étala les preuves sur la table, la fausse procuration, la police d'assurance, les copies imprimées des messages cryptés. Il expliqua comment Rory avait remarqué la marque sur le cou de Rufus, la découverte de la clé USB, les mensonges de Dolan. Silu étudiait tout avec un œil de flic, posant des questions pointues. « Tu es sûr de la chronologie de ces messages ? » Absolument. L'enregistreur de frappe enregistre tout. Et ce Connor Wexley, tu n'as aucune idée de qui il est. Je n'avais jamais entendu son nom avant la semaine dernière. Silu a pris des notes sur un petit bloc-notes. Je vais le passer dans le système. On verra bien. Quant à la mort de ton père, le coroner a conclu à un arrêt cardiaque. Aucune autopsie n'a été pratiquée, car cela semblait simple. On peut en avoir une maintenant ? Le corps a été incinéré. Delaney a signé l'autorisation 2 jours après les funérailles. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Nolan a senti le piège se refermer autour de la mort de son père. Les preuves disparaissaient avant que quiconque ne sache qu'il fallait les chercher. Il y a encore une chose que Silu a dite. Les pompes funèbres ont éliminé les échantillons de tissu plus tôt que prévu. Habituellement, ils les conservent 30 jours, mais ta femme a demandé une élimination immédiate. Elle a dit que la famille voulait tourner la page. Elle a quoi? Elle a payé un supplément pour un traitement accéléré. Tout a disparu. Nolan, si ton père a été assassiné, les preuves matérielles sont détruites. Nolan fixait son café, observant la vapeur s'élever de la surface sombre. Delaney couvrait parfaitement, ou presque. Et les messages? La fraude à l'assurance. Les messages peuvent concerner n'importe quoi sans contexte. La fraude à l'assurance est plus difficile à prouver si la mort semble naturelle. Il nous faut plus que de faux documents. Comme quoi? Des aveux seraient appréciés. Après le départ de Silu, Nolan s'est assis sur le parking du restaurant et a appelé Cass Murphy, la propriétaire du bar de Main Street. Ils étaient amis depuis le lycée. Et Cass avait un don pour soutirer des informations aux gens. Le fait d'avoir tenu un bar pendant 20 ans vous a appris à déchiffrer la nature humaine. J'ai besoin d'un service, a dit Nolan lorsqu'elle a décroché. Nommez-le. Vous vous souvenez de Connor Wexlow? Il sortait avec des gens en ville avant de revenir. L'escroc Connor? Oui, je me souviens de lui. Beau parleur. Belle voiture. Il a toujours eu de l'argent, mais pas de travail visible. Quoi? Il est de retour. J'ai besoin de savoir ce qu'il manigance. Cette histoire avec ton père? Nolan j'avais oublié à quel point Cass était futé. Peut-être. Donne-moi un jour ou 2. Je verrai ce que je peux trouver. Connor Wexley avait un casier judiciaire. Silu a appelé jeudi matin pour donner les détails. Fraude, détournement de fonds, usurpation d'identité. 3 ans de prison, libéré il y a 6 mois. Dernière adresse connue, un motel près de Bend. Mais la piste s'est évaporée après ça. C'est un escroc professionnel. Silu a dit qu'il était spécialisé dans les arnaques à l'assurance et les fraudes successorales. Un talent parfait pour ce que tu décris. Un lien avec Delaney? J'y travaille. Mais Nolan, si on a raison, tu dois être prudent. Ces gens ont déjà tué une fois. Ce soir-là, Cass a appelé pour donner des nouvelles. J'ai trouvé ton pote, Connor. Il séjourne au Riverside Motel, chambre 12. Il conduit une Honda noire.
Il aime boire au bar Annigan-S à l'autre bout de la ville. Merci, Cass. Nolan, quoi que tu prévois, ne le fais pas seul. Mais Cass avait ses propres plans. Elle avait réfléchi au problème toute la journée. Et les barman savaient comment gérer les hommes ivres et bavards. Vendredi soir, Cass est entré chez Annigan-S vêtu d'une robe moulante et de son plus beau sourire. Connor Wexley était assis au bout du bar, comme ses sources l'avaient prédit. La quarantaine, l'air plutôt sympa d'un vendeur de voitures d'occasion, sirotant un whisky en consultant son téléphone. Cass a commandé un verre et a engagé la conversation. Connor a réagi comme la plupart des hommes, impatient d'impressionner une jolie femme qui se montrait intéressée. 3 verres plus tard, il se vantait de sa dernière aventure. J'ai un projet ambitieux en préparation, a-t-il dit en se penchant suffisamment près pour que Cass puisse sentir l'alcool dans son haleine. Un partenariat avec une femme du coin. Bientôt une riche veuve, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a l'air excitant. Cass a gardé une voix légère, aguicheuse. Quel genre d'entreprise? Connor a sorti son téléphone et lui a montré une photo. Delaney Creed a souri sur l'écran. Belle et innocente. Un jeu d'assurance, a dit Connor. Son père a crevé il y a quelques semaines. Crise cardiaque. Un timing vraiment idéal, si vous voulez mon avis. Le sang de Cass se glaça, mais elle garda le sourire. Coup de chance. La chance n'y était pour rien. Connor termina son verre et fit signe d'en prendre un autre. Je l'aidai à tout mettre en place. Une fois ce vieux salaud mort, tout devait rentrer. Un demi-million d'assurance vie, plus ce qu'il avait en banque. Le barman était occupé avec d'autres clients. Le bar était suffisamment bruyant pour que leur conversation reste privée. Cass s'assura que son téléphone enregistrait tout. Comment avez-vous aidé? Connor sourit. L'alcool le rendait débraillé. Disons que la crise cardiaque n'était pas aussi naturelle qu'on le croit. Une femme a un don pour les points de pression, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire qu'elle n'a pas laissé de traces? Enfin, à peine. Elle a utilisé un oreiller pour finir le travail pendant que je montais la garde dehors. Propre et simple. Cass se sentait mal, mais elle poursuivit la conversation. Elle demanda à Connor de lui décrire le plan en détail. Comment ils avaient enquêté sur les habitudes de Rufus. Comment Delaney l'avait convaincu de la laisser venir ce mardi après-midi. Comment elle avait attendu le bon moment. Il n'est pas parti sans bruit, dit Connor, sa voix devenant plus forte sous l'effet de l'alcool. Attrapez-lui le poignet lorsqu'elle appuya. Elle crut qu'il allait crier, mais le vieux salaud n'arrivait plus à respirer. 20 minutes plus tard, Cass avait suffisamment de preuves pour les détruire tous les deux. Elle s'excusa pour aller aux toilettes et appela immédiatement Nolan. Je l'ai eu, dit-elle. Tout. Il a tout avoué. Samedi matin, la pluie apporta le poids d'une terrible nouvelle. Nolan était assis dans le bureau du procureur avec Silu Msekin et la procureure adjointe Patricia Wells, écoutant l'enregistrement de Cass pour la 3e fois. La voix du docteur Connor emplissait la pièce, se vantant du meurtre avec le ton désinvolte de quelqu'un qui discute de la météo. L'implication de Delaney était claire, accablante et enregistrée en haute définition. Ce sont des preuves solides, dit Wells. Mais elles ne suffisent pas à elles seules pour une condamnation. Il nous faut des corroborations, des preuves matérielles ou des aveux supplémentaires. Et la fraude à l'assurance, demanda Nolan. C'est passible de poursuite, mais c'est un crime en col blanc. Même si on obtient des condamnations, il pourrait ne purger que quelques années. Pour meurtre, il en faut plus. Silu se pencha en avant. Et si on pouvait les faire avouer sur bande magnétique dans un environnement contrôlé? Tu veux dire une opération d'infiltration? Exactement. Leur faire croire qu'ils sont en sécurité. Les faire parler de ce qu'ils ont fait. Wells réfléchit à la question. C'est risqué. S'ils soupçonnent quoi que ce soit, ils prendront un avocat et on perdra notre chance. Mais si ça marche, des peines de prison à perpétuité. Nolan dit que le plan a pris forme dans l'heure qui a suivi. Nolan dirait à Delaney qu'il avait découvert que son père avait changé, qu'il contrôlait désormais tout l'argent et les biens. Le mensonge la paniquerait, la forcerait à contacter Connor et à déterminer leur prochaine action. On mettra votre maison sous surveillance, dit Silu. Surveillance audio et vidéo. Lorsqu'ils se rencontreront pour discuter du problème, tout sera enregistré. Et Rory?
Il restera chez Cass pour le week-end. Les gardera en sécurité et à l'écart. Wells a examiné les exigences légales. Nous avons besoin de mandats pour la surveillance, mais le juge Morrison les signera sur la base des preuves. Il faut que ce soit fait dans les règles si nous voulons des condamnations. Nolan rentra chez lui sous la pluie, répétant son texte. Il était marié à Delaney depuis 8 ans. Il pensait la connaître parfaitement. Maintenant, il devait faire comme si tout était normal tout en tendant un piège à la femme qui avait assassiné son père. Dimanche après-midi, avec Rory en sécurité chez Cass, Nolan a confronté sa femme. Delaney pliait du linge dans la chambre, fredonnant doucement. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, arborant le même sourire qui l'avait captivé 9 ans plus tôt. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui », dit Nolan d'une voix calme à propos du testament de papa. Ses mains s'immobilisèrent sur une chemise. « Comment ça ? Il l'a changé récemment. Il a fait de moi l'unique bénéficiaire de tout. Les comptes bancaires, la boutique, tout. » Le visage de Delaney devint blanc. « C'est impossible. » La femme que nous avons vue a dit quoi, Delaney ? Elle se rattrapa, mais trop tard. Je pensais juste, enfin, je pensais qu'il aurait assuré l'avenir de Rory aussi. Il l'a fait par mon intermédiaire. Mais voilà le plus intéressant. Nolan sortit un dossier contenant de faux documents préparés par Silas. Il y avait aussi une clause concernant les assurances vie. Toute police souscrite l'année précédente devient caduque en cas de fraude avérée. Les mains de Delaney tremblaient tandis qu'elle attrapait les papiers. « Laisse-moi voir ça. » La banque examine toutes les transactions récentes. Ils ont trouvé des irrégularités sur les comptes de papa. Ça pourrait prendre des semaines à régler. Quel genre d'irrégularité ? De fausses signatures, des changements de police non autorisés, le genre de choses qui mènent à l'arrestation. Delaney s'affala sur le lit, le visage décoloré. « Nolan, il faut que je te dise quelque chose. » L'espace d'un instant, il crut qu'elle allait tout avouer de la mascarade et admettre ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle dit « J'ai besoin d'air. Je vais faire un tour en voiture. » Bien sûr, prends ton temps. Après son départ, Nolan appela Silas. Elle panique. On devrait bientôt prendre contact. On est prêt. L'équipe de surveillance est en position. Delaney est revenu 2 heures plus tard avec des courses et un sourire forcé. J'ai pensé préparer ton plat préféré ce soir. Un rôti braisé avec des pommes de terre. Ça a l'air génial. J'ai des courses à faire de toute façon. Laisse-toi le temps de cuisiner. Nolan est allé au motel où Silas l'attendait dans une voiture banalisée. N'importe quoi. Elle a passé 4 appels depuis le parking de l'épicerie. Tous au même numéro enregistré au nom de Connor. Flou. Le dernier appel a duré 15 minutes. Tu crois qu'il viendra ? J'y compte. Ils sont trop impliqués pour faire marche arrière maintenant. Nolan est rentré chez lui au coucher du soleil et a trouvé Delaney dans la cuisine, agité d'une énergie nerveuse. Le dîner était prêt. Les tables étaient garnies de leurs bons plats. Tu t'es donné beaucoup de mal, a-t-il dit. On devrait passer plus de temps ensemble. Du temps de qualité. Ils ont mangé dans un silence relatif, discutant de l'école de Rory et de la météo. Delaney consulta son téléphone à plusieurs reprises, sursautant au moindre bruit extérieur pour arriver à 20 heures. Nolan annonça qu'il allait se coucher tôt. Tout ce stress m'épuise. Bonne idée. Je vais ranger ici. Au lieu de monter, Nolan se glissa par la porte derrière et rejoignit Silu dans le garage. Le matériel de surveillance était dissimulé dans toute la maison. Caméras et luminaires, micros et cadres, appareils d'enregistrement et jouets d'enfants éparpillés dans le salon. Ils ne les repéreront jamais. Silu le rassura. On a déjà fait ça. À 21h15, une Honda noire s'arrêta dans l'allée. Connor Wexley ressemblait exactement à ce que Cass avait décrit. Taille moyenne, cheveux lissés en arrière, vêtu d'une veste en cuir qui avait connu des jours meilleurs. Il frappa doucement à la porte d'entrée. Dans leurs écouteurs, Nolan et Silas entendirent Delaney le laisser entrer. Que diable se passe-t-il ? La voix de Connor était tendue, furieuse. Tu as dit que tout était réglé. Assieds-toi. Parle bas. Ils se dirigèrent vers la cuisine, juste sous l'une des caméras cachées. La vidéo montrait Connor faire les 100 pas tandis que Delaney faisait teinter ses mains.
Le testament avait été modifié. Delaney dit, Nolan obtient tout. Et il y a une histoire d'enquête pour fraude. Vous avez dit que le testament avait été réécrit. Je croyais que vous aviez dit que nous étions hors de cause. Je le pensais, mais il y a plus. La banque pose des questions sur la police d'assurance. Ils pensent que la signature a été falsifiée. Connor s'arrêta de faire les 100 pas. Que savent-ils? Je l'ignore. Nolan m'a montré des papiers, mais je n'ai pas pu les lire tous. Il a des soupçons. Nous devons récupérer ces documents. Déterminer exactement ce qu'il sait. Et ensuite? Connor resta silencieux un long moment, réfléchissant, on a incendié le magasin. Faire croire à un incendie électrique. Détruire toutes les preuves que votre beau-père aurait pu cacher. Et Nolan? Et lui? La voix de Delaney se réduisit à un murmure. Il pose des questions, il s'approche trop près. Puis on le traite comme on a traité le vieil homme. Dans le garage, Nolan serra les poings. Silas lui posa une main sur le bras pour le retenir. Laissez-les parler, murmura Silas. Il faut que tout soit enregistré. La conversation continua pendant 1 heure. Connor et Delaney discutèrent en détail de leur plan initial. Comment ils avaient étudié la routine quotidienne de Rufus. Comment Delaney l'avait convaincu de la laisser venir ce mardi-là. Comment elle avait attendu qu'il soit détendu avant de passer à l'action. Il n'est pas parti en silence, dit Delaney d'une voix caverneuse. Il me saisit le poignet. J'ai cru qu'il allait crier, mais non. Tu as maintenu cet oreiller jusqu'à ce qu'il arrête de bouger, comme on s'entraînait. Je sais. C'est juste que je n'aurais jamais pensé que ça ferait ça. Comme quoi? Comme un meurtre. Connor rit. Un rire froid et sans humour. C'est exactement ça, ma puce. Et si on veut garder ça l'argent, on pourrait devoir recommencer. Lundi matin à 6 heures, une équipe du SWAT a encerclé la maison. Nolan avait passé la nuit chez Silas, écoutant des enregistrements audio et se préparant à la suite. Delaney dormait encore lorsque les policiers ont défoncé la porte d'entrée. À son réveil, elle a découvert des fusils d'assaut pointés sur son visage et des menottes cliquetant autour de ses poignets. Connor a tenté de s'enfuir lorsqu'ils ont enfoncé la porte de sa chambre de motel. Il a parcouru 50 mètres sur le parking avant d'être projeté sur le bitume par un tasé. Les 2 suspects ont été inculpés à la prison du comté en moins d'1 heure. À midi, le procureur avait porté plainte. Meurtre au 1er degré, complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance, faux et falsification de preuves. Nolan se tenait dans le couloir du tribunal, observant à travers une vitre blindée sa femme, assise en combinaison orange, parler à un avocat commis d'office. 8 ans de mariage, et il ne l'avait jamais vraiment connu. Silas est apparu à côté de lui. Comment tenez-vous le coup? Je n'arrête pas d'y penser. Ces 8 dernières années. Chaque conversation, chaque moment d'affection. Était-ce réel? Est-ce important maintenant? Je suppose que non. L'audience préliminaire était fixée à la semaine suivante. Les 2 accusés seraient placés en détention sans caution, compte tenu du risque de fuite et de la gravité des accusations. Que adviendra-t-il de Rory? Personne n'a posé la question. C'est à vous de décider. En droit, vous êtes son père. Delaney ne peut pas vraiment demander sa garde à vue. Devant le tribunal, des journalistes attendaient avec caméra et micro. Les meurtres commis dans les petites villes faisaient la une des journaux, surtout lorsqu'ils impliquaient des fraudes à l'assurance et des trahisons familiales. Nolan se fraya un chemin à travers la foule sans faire de commentaires, monta dans son camion et rentra chez lui, dans une maison vide. Le procès commença 3 mois plus tard. Le procureur Wells avait constitué un dossier accablant, les enregistrements de surveillance, les aveux de Connor Ivrakas, les faux documents d'assurance, les relevés téléphoniques montrant des contacts entre les accusés et le témoignage d'experts concernant les marques de reliure sur le cou de Rufus, que l'avocat de Delaney avait tenté de présenter comme une épouse maltraitée, manipulée par Connor pour monter un complot. Elle n'a pas compris. La défense a affirmé qu'elle avait été contrainte, que Connor l'avait menacée, elle et Rory, si elle ne coopérait pas mesdames et messieurs du jury, l'avocat de la défense a déclaré dans sa déclaration liminaire, ma cliente est une victime, une femme terrorisée par un criminel de carrière qui a vu là une occasion d'exploiter une famille en deuil. Mais les enregistrements de surveillance ont détruit ce récit. La voix de Delaney était claire et calme lorsqu'elle a évoqué le meurtre de Rufus, sans montrer aucun signe de peur ou de coercition.
Lorsque Connor a suggéré de tuer Nolan également, elle n'a pas objecté ni résisté. Elle a posé des questions pratiques sur le timing et les méthodes. Cass a témoigné sur les aveux de Connor, diffusant l'enregistrement au jury. La voix vantarde de Connor a rempli la salle d'audience, décrivant le meurtre avec une fierté désinvolte. Il n'est pas resté silencieux. L'enregistrement a joué, lui a attrapé le poignet lorsqu'elle a appuyé. Elle a cru qu'il allait crier, mais ce vieux salaud n'arrivait pas à respirer. Plusieurs jurés avaient l'air malades. Une femme âgée a essuyé ses larmes. Le médecin légiste a témoigné sur la ligature. Mark, expliquant comment la pression appliquée au cou pourrait provoquer un arrêt cardiaque sans laisser de signes évidents de violence. À mon avis, a-t-elle dit, Monsieur Creed a été étranglé manuellement jusqu'à ce qu'il ait perdu connaissance, puis étouffé avec un oreiller ou un objet similaire. La crise cardiaque a été une cause secondaire de décès provoquée par la privation d'oxygène. L'avocat de Connor a tenté de discréditer la confession, affirmant qu'il s'était ivre et se vantait d'impressionner une femme, mais les preuves physiques appuyaient tous les détails qu'il a décrits que le 4e jour du procès, Nolan a pris position. Il a témoigné de trouver la clé USB, des soupçons de son père, de découvrir la police d'assurance forgée, que l'avocat de Nolan l'a contre-interrogé de manière agressive, essayant de suggérer que le chagrin avait assombri son jugement, qu'il voyait du complot là où il n'y avait pas. Monsieur Creed, n'est-il pas possible que vous ayez mal interprété des actions innocentes comme preuve de culpabilité? Non, dit fermement Nolan. Ma femme a assassiné mon père pour de l'argent. Les preuves le prouvent. Mais tu aimais ta femme, n'est-ce pas? Cela doit être dévastateur pour vous. J'adore la femme que je pensais qu'elle était. Je n'ai aucun sentiment pour le tueur assis à cette table. Le jury a délibéré pendant 6 heures. À leur retour, le contremaître s'est levé et a lu les verdicts. Coupable de tous les chefs d'accusation pour les 2 accusés. Delaney n'a montré aucune émotion lorsque les mots étaient lus. Elle avait maintenu son innocence tout au long du procès, affirmant que les enregistrements de surveillance avaient été manipulés, que Connor avait agi seul. Le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Connor a subi la même peine plus des années supplémentaires pour ses condamnations antérieures alors que la BEF la conduisait dans des chaînes. Delaney a regardé Nolan une dernière fois. Ses yeux verts ne tenaient aucun remords, aucune excuse, seulement un calcul de froid, comme si elle essayait toujours de comprendre où le plan avait mal tourné. 6 mois après le procès, Nolan se tenait dans l'atelier reconstruit avec Rory à côté de lui. Ils avaient passé l'été à rénover, à mettre à jour des équipements et à concevoir une nouvelle signalisation. Le bâtiment était différent maintenant, plus propre d'une manière ou d'une autre, comme si le retrait de l'ombre du meurtre avait laissé entrer la lumière. Pouvons-nous accrocher la photo de grand-père maintenant? Demanda Rory. Bien sûr, mon pote. Ils ont trouvé l'endroit parfait sur le mur près de la réception où les clients le verraient en premier. Rufus Creed a souri du cadre portant ses vêtements de travail et l'expression satisfaite d'un homme qui a construit quelque chose de durable. Rory a grimpé sur une chaise et a accroché la photo avec soin, en s'assurant qu'elle était droite. En dessous, un cadre plus petit contenait la nouvelle licence commerciale, la croyance et l'usinage du soleil. Pensez-vous que grand-père aimerait ça? Demanda Rory. Je pense qu'il serait fier. L'entreprise allait bien. Un mot s'était propagé sur la qualité de leur travail et les ordres provenaient de tout l'État. Nolan avait embauché 2 employés à temps partiel et envisageait l'expansion. Mais plus important encore, Rory était en plein essor. Le traumatisme de perdre son grand-père et d'apprendre les crimes de sa mère a été difficile, mais les enfants étaient résilients. Avec l'aide d'un bon thérapeute et beaucoup de soutien de Nolan et Cass, ils guérissaient. Papa, tu me manques maman? C'était une question que Rory pose parfois, généralement quand il se sentait réfléchi. Personne n'avait appris à répondre honnêtement mais attentivement. J'ai raté la maman que je pensais que tu avais. Mais la vraie personne qui vivait avec nous a fait de mauvaises choses. Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Mais tu es vraiment mon papa, non? Pour toujours et toujours, mon pote. Rien ne changera jamais cela. Ils sont entrés dans l'après-midi de l'orgue. Les collines se sont déroulées dans toutes les directions, recouvertes du vert profond de la fourrure de Douglas et de l'or des érables d'automne. C'était le genre de vue que son père avait aimé, le genre de paix auquel il avait travaillé toute sa vie. Gagné au téléphone de Nolan bourdonnait d'un texte de Cass. Dîner prêt lorsque vous êtes le favori de Rory. Allez, dit Nolan, prenant la main de son fils. Rentrons à la maison. Alors qu'il se dirigeait vers le camion,
Rory a regardé l'atelier une fois de plus. Papa, je pense que grand-père nous attend. Pourquoi dites-vous cela? Parce que les mauvaises personnes se sont prises et que nous sommes en sécurité maintenant. Nolan serra la main de son fils. Tu as raison, mon pote. Nous sommes en sécurité maintenant. Le camion s'est éloigné de la croyance et de l'usinage du soleil, les transportant en bas de la colline vers la ville, vers le dîner avec des amis, vers un avenir construit sur la vérité au lieu de mensonges. Derrière eux, l'atelier était calme et fort, prêt pour tout ce que demain pourrait apporter. En fin de compte, la justice avait prévalu. L'amour avait survécu, et l'héritage d'un homme bon vivait entre les mains de son fils et de son petit-fils, tout comme il devrait.